une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 4 mars de l'an 2023 pour lequel j'ai convié en plateau Arimi Choubadé, analyste politique. Il sera face à François-Xavier Noumon, chroniqueur, analyste politique. Avec eux, nous essaierons de commenter l'actualité au Bénin, notamment cette polémique autour des primes de la 8e législature qui oppose le deuxième vice-président du Parlement béninois, Basile Rossi, au président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou. Nous parlerons également de la traque contre les cybercriminels, la cybercriminalité qui défraie la chronique depuis quelques jours au Bénin. Nous aborderons également cette mise en vente aux enchères de 15 autres immeubles de Sébastien Germain à Javon. Et si le temps nous le permet, nous effectuerons quelques commentaires, pour ne pas dire un petit commentaire, sur l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la tête de la République fédérale du Nigeria. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les réductions de scolarité et les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur ses différents campus, notamment à Cotonou, à Aboumey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Aboumey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Arimi Choubadé. Bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour également à François-Xavier. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés pour cet exercice dont tout un chacun nous sommes coutumiers. Alors, Arimi Choubadé, vous avez suivi l'actualité comme tout professionnel des médias tout au long de cette semaine, comme tout observateur de la vie politique au pays. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui oppose Basile Rossi à Louis Vlavonou? Ce qu'on en sait, c'est la sortie de Basile Rossi qui s'est doselé d'une réponse que le président de l'Assemblée lui aurait envoyée sous prétexte qu'il ne peut pas obtenir le document qu'il réclame parce que cela s'est déroulé sur la 8e législature, voilà, que dont il n'était pas membre. Dont il n'était pas membre et donc il ne pouvait pas avoir le document en question. Alors, enfin, moi, j'ai pas vu la lettre, mais je me suis dit, tiens, si effectivement un tel document a existé, une telle lettre a existé entre le président de l'Assemblée et son deuxième vice-président, ils sont tous membres du bureau. Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que généralement, enfin, normalement, la politique à ce niveau devait être un jeu d'élégance, de gens respectueux des institutions, des tests, et puis bon, on ne devait pas se livrer, parce que je n'ai pas compris, j'ai peut-être compris la phase des élections des membres du bureau, de la composition des bureaux, des commissions, en se disant que peut-être là, c'est des jeux d'intérêt personnel, et que bon, à ce niveau, il peut déteindre sur les pratiques, des choses vraiment puériles, mais qui concernent les individus.
Mais qu'on en vienne ici à un niveau de ce genre et qu'on s'échange ces genres de documents, ces genres de correspondance, jusque-là, je ne comprends pas. Peut-être que le camp Vlavonou va peut-être monter au créneau pour expliquer ce qui s'est passé. Mais si c'est vrai qu'on a refusé un député, un peu comme ce qui s'est passé à la Sénat, où on dit on veut des résultats, on dit que c'est devenu caduque. Alors, on dit on veut avoir des informations qui concernent l'Assemblée nationale, Des primes et on données. met de la temporalité pour dire non, ça ne concerne pas. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez Je pas. ne comprends pas. François Xavier, vous comprenez? Non, je reste aussi dubitatif par rapport à ce qui a fuité parce que les législatures ne sont pas cloisonnées pour autant. Puis de toute façon, si Basile Arrossi pose la question, c'est qu'il a eu vent de quelque chose. Ils Des savent. primes qui auraient été Évidemment, octroyées. ces primes-là, de ce que je sais, sont dans les us habituels à ce niveau-là. Peut-être que c'est le montant qui interpelle, je ne sais pas exactement. Donc, peut-être comme le doyen Arimi dit, peut-être qu'on va attendre que les services du président clarifient un peu, parce que je reste dubitatif sur ce type de réponse, parce que sur cette question précisément, si Basile Arrossi veut la voir, il l'aura, le président. Je ne pense pas que le règlement intérieur donne cette latitude au président de l'Assemblée nationale d'interdire à un député de consulter, d'avoir accès à ce type de documents ou à d'autres types de documents. Et je pense savoir également que c'est au cours d'une interview de Basile Arrossi lui-même qu'il a inventé un peu cette réponse-là. Bon, peut-être qu'il n'a pas tout dit, mais bon, on attendra de voir. Mais c'est quand même assez surprenant. De voir. C'est assez surprenant. Mais est-ce que le mobile est tout aussi surprenant, selon vous? Ah oui, très surprenant. Je n'ai jamais vu une telle pratique. C'est-à-dire que, tel que présenté, parce que Basile Arrossi, dans sa sortie médiatique, expliquait que les députés se sont octroyés, disons, 3 mois supplémentaires de prime. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que leur mandat au départ devait couvrir jusqu'en avril, mais que cela a été écourté parce qu'on cherchait une période de transition. Et donc, ils auraient pris des engagements individuellement avec, je sais pas, avec peut-être des banques qui devaient, pour rester dans cet engagement, il fallait qu'ils restent en poste jusqu'en avril. Mais puisque c'est écouté, il faudrait que l'Assemblée essaye de voir comment... voilà, donc c'était un arrangement. Les députés auraient sollicité un arrangement. Et le vote, et puis l'Assemblée a décrété un huis clos pour en discuter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de secrets autour. Alors déjà, la procédure de huis clos, c'est dans le règlement intérieur, on ne reste pas dans un bureau pour décider du huis clos. On vient en plénière constater qu'il y a une demande de huis clos. On vient en plénière et on constate que le président annonce à l'Assemblée qu'un groupe de députés, je crois, il faut un certain nombre de signatures pour demander le huis clos, ou bien c'est le chef d'État qui demande ce huis clos pour un ordre du jour bien déterminé et tout. Et on constate que la demande a été acceptée. Et à ce moment-là, on a gardé le huis clos. Alors, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. On vient un jour, on apprend qu'il y aura un huis clos. Et il y a même des scènes où on a sorti des journalistes, des confrères, de l'enceinte, pas des débats dans l'hémicycle, hein, de l'enceinte du Parlement. Manu Militari, ils ont été escortés par des militaires jusqu'à la porte. Et donc, ça avait un peu choqué les esprits à l'époque. Et par la suite, on ne sait pas très bien sur quoi porter la délibération. Jusqu'à ce que, on était à la veille, bien entendu, je crois, la 9e ou la 8e législature. Donc, quand la nouvelle est arrivée, les nouveaux, Basile Arrossi a posé le problème de savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette plénière de huis clos et si c'était vrai que c'était lié à une histoire de... Bon, là, ce n'était pas un débat public qui demandait. Il demandait à avoir des documents. Enfin, une résolution a été certainement votée pour réclamer puisque ça ne peut être que par une résolution qui permet, puisque ça n'était pas prévu au budget, donc ça permet aux financiers d'instruire le dossier et de payer. Peut-être que c'est payé, j'en sais rien. Et donc, peut-être qu'il veut faire le débat. Mais c'est son droit de faire le débat.
Hein, mais apparemment, on n'aura peut-être pas l'autre son de cloche. On va peut-être se contenter sûrement de ce que Basile Rossi estimait désormais son combat. On ne sait pas jusqu'où il ira. Ce combat ira. On ne sait pas jusqu'où ce combat ira. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une procédure que moi, je n'ai jamais vue. Parce que justement, on n'a jamais écouté un mandat de législature comme cela a été fait. À l'époque où il faisait ça, comment se fait-il qu'il n'avait pas prévu, parce que la révision de la Constitution est intervenue depuis 2019, hein, soit quelques mois seulement après leur prise de fonction. Alors je ne sais pas pourquoi depuis lors, il y a les aménagements. Personne n'y avait peut-être plus pensé. Voilà, les aménagements qu'il fallait faire, on n'a pas fait. Et pourquoi c'est maintenant? Mais Basile a sorti par exemple une logique pour dire, bon, si c'est vrai que certains députés avaient pris des engagements, pourquoi on ne demanderait pas alors, ils ont pris des engagements sur la base, bien entendu, de leur salaire, pourquoi l'Assemblée ne se chargeait pas de recenser tous ces engagements et de se proposer d'éponger plutôt que de leur restituer l'entièreté et à tous l'entièreté de leur salaire, enfin, je ne sais pas, moins perçu, je ne sais pas comment, ou je ne sais pas, c'est une perte, dans quelle rubrique on met tout ça, hein? Et oui, c'est un débat. Je me souviens à l'installation de cette législature, on avait estimé que non, ceux qui étaient passés avaient laissé des dettes et qui n'avaient pas de ressources, et il fallait diminuer du personnel. Eh bien, ils ont renvoyé 11 personnes. À la fin, ils en ont recruté plusieurs centaines. Hein, je pèse même bien mes mots, plusieurs centaines. Bon, voilà, ils vont vers la fin. Ils ont refusé de payer, d'être dus même à l'ancienne équipe. Et voilà qu'eux, ils se tapent des rallonges. Il y a forcément un débat qu'on peut faire. Soit certains sont plus béninois que d'autres. Il y a des inquiétudes. Il y a pas des inquiétudes, il y a des débats, ce sont les deniers publics. Alors le contribuable, si vous pensez, vous commencez par avoir dit oui, les Béninois sont des inciviques, ils n'aiment pas payer les impôts, ils n'aiment pas. Ben, quand vous avez ce genre d'informations, ce n'est pas pour inciter les gens à participer à l'effort collectif. Vous comprenez? Donc c'est des débats qu'il faut forcément faire, ne serait-ce pour le respect du contribuable, le respect pour l'institution, le respect pour ceux qui les ont élus, leur mandat et tout ça. François Xavier, oui. Oui, je suis d'accord qu'il faut un peu plus de transparence dans ce type de... dans cette prise d'initiative. Je pense que tout ce qui concerne la gestion des données publiques doit être géré avec un peu plus de circonspection et de transparence. Donc, je pense quand même que le bureau de l'Assemblée nationale a des réponses à donner. Doit clarifier cette situation. Parce que, bien évidemment, il y a des députés qui certainement en ont bénéficié, qui sont dans cette législature. Et encore une fois, Basile Rossi, vieux baroudeur de la scène politique, sait exactement de quoi il est en train de parler. Donc, ce serait bien pour le débat public qu'on ait au moins une clarification à ce niveau. Parce qu'encore une fois, c'est pas une histoire partisane, mais c'est une histoire de gestion et de transparence des données publiques. Merci à vous pour cette belle conclusion, j'allais dire, par rapport à ce sujet, François Xavier Noumon. Je reste avec vous. Cette semaine, la lutte contre la cybercriminalité a interpellé plus d'un. On a vu beaucoup de personnes à travers les réseaux sociaux s'exprimer sur cette lutte contre la cybercriminalité et beaucoup s'en sont pris par rapport aux peines d'emprisonnement prévues en la matière par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans le jeu, quel est votre regard sur cette lutte engagée par ce département de la police républicaine, l'Office central de répression de la cybercriminalité, le CRC? Moi, ce qui m'étonne avec ce débat, c'est que c'est un peu comme si les gens se réveillaient un peu trop tard. Pour moi, il n'y a pas de polémique particulière à avoir là-dessus. Moi, la seule inquiétude, je trouve d'abord cette lutte légitime. La seule inquiétude que j'avais, ça fait depuis des années, c'est qu'il n'y ait pas d'abus. Qu'il n'y ait pas d'abus dans ce type de... Lorsque vous parlez d'abus, vous faites allusion à quoi? Qu'on embarque des innocents. Ou qu'on
qu'on aille systématiquement, qu'on aille vers l'exemple nigérian, par exemple, où quand on voit, par exemple, Abdelkader bien habillé dans un véhicule d'un certain standing, on considère tout de suite que c'est un, comme on le dit, gay man. C'est ça qui a amené les contestations NSAS, parce que cette unité d'élite nigériane prenait prétexte systématiquement pour vous arraisonner, prendre le véhicule ou prendre des pots de vin. C'est parce que ça entraînait des crimes où on tirait sur de jeunes individus que les gens se sont révoltés. Il y a aussi l'histoire du téléphone portable où un policier qui n'a aucune commission rogatoire vous prend votre téléphone et veut fouiller là-dedans. Donc, moi, c'est de ces abus-là qui me posaient problème. Je suis dans un quartier, j'habite un quartier qui est réputé, PK10, qui est réputé abriter beaucoup de ce type de... Il paraît qu'ils ne sont plus là maintenant, qu'ils ont déménagé. Je ne sais pas la cartographie qui sont... Et j'ai été quelque peu rassuré parce qu'il y a quelques mois, des officiers eux-mêmes de la police qui sont censés mener cette lutte, pas de l'OCRC, mais d'autres commissaires, des commissaires de police ont été pris parce qu'ils instrumentalisaient cette lutte pour arnaquer certains individus. Moi, ce qui également couvrait d'autres. Ce qui me gêne un peu, ce qui me pose problème, c'est que des personnes qui ont une forte audience, je vais dire, on a vu des artistes prendre le vent. Je trouve que quelque peu c'est un peu malsain que certaines personnes tendent à défendre ce type de fléau. Je pense fondamentalement qu'il faut faire ce qu'il faut pour arrêter, même si c'est une responsabilité collective. Moi, j'ai toujours dit que c'est cette histoire qui a commencé par la Côte d'Ivoire, le Nigeria, dans les encablures des années 2000, le phénomène coupé-décalé, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai suivi toutes ces étapes-là. Il y a quand même... disons, la société l'a cautionné quelque peu. La société, les parents l'ont cautionné, beaucoup de gens l'ont cautionné, collectivement on l'a cautionné, parce que, je ne sais pas, comme c'est cette tolérance qu'on a aussi vis-à-vis des politiciens ou des personnes publiques. L'important, c'est ce que tu as pu détourner, ce que tu as pu mettre de côté. Tant que tu l'utilises pour les gens, les gens sur la boucle entre griffes. C'est cette tolérance aussi qu'on a accordée à ces individus. Maintenant, pour les peines qu'on leur inflige, je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas juge, ce n'est pas moi qui cartographie un peu tout ça. Je pense que c'est un minimum de 4 ans ou quelque chose comme ça, je crois. Il y en a jusqu'à 10, 20 ans. Oui, ça dépend parce qu'il y a quand même des drames derrière. Je me rappelle, il y a 2 mois ou 3 mois où j'ai vu sur Twitter un papa français se plaindre parce qu'il venait de perdre sa fille de 17 ans. Et c'était un Béninois, parce qu'il lançait l'appel comme ça sur Twitter, parce qu'il y a un Béninois qui s'est fait passer pour la draguer sur des réseaux sociaux, lui a fait faire des photos, et après a commencé par la faire chanter. Donc elle a trouvé de l'argent à un moment, et ses parents se sont rendus compte trop tard, parce qu'elle demandait, elle avait des besoins d'argent un peu, et à un jour, on l'a vu se suicider parce donc il lançait un appel que apparemment la police française a pointé du doigt. Ce serait un Béninois qui serait derrière ce faux compte. Donc il y a beaucoup de drames derrière. Donc et ça ternit aussi quelque peu la réputation du pays. Mais je pense que c'est une histoire d'abord de responsabilité collective. De responsabilité collective. Arémi Chouadé, par rapport à cette lutte contre la cybercriminalité, vous avez suivi un peu les faits et gestes des éléments de la police républicaine, les échos. Qu'est-ce que vous retenez? Non, je préfère commencer par la chute de François Xavier qui explique fort justement que ce qu'il appelle être la responsabilité collective. Parce que, bon, ce que vous appelez la force de sécurité, le côté spectaculaire, répressif, tout ça, alors que nous sommes dans un phénomène de société où ce qui est important, c'est pas d'attendre que les gens commettent les crimes pour courir à leur trousse. Mais ce qui est en amont où il faut faire de l'éducation. Parce que nous sommes dans une criminalité, une nouvelle forme de criminalité. Où, oui, on dit on arrête les gens, on ne sait même pas
pourquoi enfin, de toute façon, il a manqué de pédagogie comme d'habitude. Hein? Comme l'histoire des exécutions sommaires, où il a fallu en parler avant qu'on tente les explications. C'est la même chose. Où on vous dit brutalement qu'on a déclenché une opération, les cybercriminels, la cybercriminalité, l'OCRC, tout ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, bien évidemment, puisque depuis 2016, depuis l'avènement du régime, il y a eu quand même... Non, bien avant. Cette unité existait bien avant l'avènement du régime. Il y a des officiers qui ont été formés qui, depuis... Mais on a senti quand même que la traque a été accentuée. Ils ont des moyens colossaux. Oui, vous savez, ces phénomènes se développent au fur et à mesure avec non seulement les technologies nouvelles, mais également avec la législation. Et donc, le débat sur les peines ne peut même pas être fait actuellement. C'est au moment où on votait la loi qu'il fallait déjà ouvrir le grand débat pour qu'on se demande, mais écoutez, parce qu'en fait, pour cette nouvelle criminalité, on fait beaucoup plus d'effets que du concret. On vous dit, oui, il y a les cybercriminels, le grand public ne sait même pas de quoi il s'agit, puisque tous les jours, on compte de faire de nouvelles victimes, tout se plaint par ignorance. Alors qu'il faudrait déjà commencer par éviter, peut-être, oui, tout le monde connaît très bien comment se fait ces gens donc on peut pas c'est qu'on se réveille brutalement d'un sommeil. Hein. On dit, oui, il y a trop de cybercriminels, quelle est la proportion, bon, le grand public voudrait savoir. Et c'est justement par rapport à ça que, justement, François avait parlé d'abus. Et si chacun sait à quoi s'en tenir, on sait très bien quelle est la procédure, on sait très bien comment ça fonctionne, et la traque pourrait même être collective. Parce qu'au moment où on parle, les gens continuent, il a donné des exemples, tout le monde le vit tous les jours, on vous envoie un message, on commence pas à vous aborder d'une manière ou d'une autre, vous mordez selon votre degré de compréhension du phénomène, vous mordez à l'hameçon ou pas, et à la fin, vous vous retrouvez à courir dans tous les sens, peut-être pour vous plaindre. Et alors, donc, on découvre subitement, et puis on a parlé de ce qui se passe, même au niveau de certains officiers de la police, etc. Et qu'il y a aujourd'hui une nouvelle forme de criminalité qui a forcément besoin. Mais il faudrait que le grand public sache déjà à quoi s'en tenir. On peut déjà commencer par dire, bon, pour les traquer, dès que vous recevez, c'est-à-dire, pour me résumer, c'est qu'il a manqué beaucoup d'informations autour non seulement de cette lutte, mais ensuite comment se développe ce nouveau phénomène pour que dès que vous recevez un message, vous savez déjà comment vous pouvez faire pour retrouver ou pour remonter le fil ou aider ceux qui sont chargés de cette lutte-là. Parce qu'on a l'impression que, bon, c'est un milieu qui concerne les criminels et les forces de l'ordre. Et les victimes. Il y a les victimes également, il y a les victimes potentielles, les crimes rituels qui sont effectués également. Les victimes potentielles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore atteints, mais qui pourraient l'être, et déjà ceux qui ont déjà subi, quelle est leur part dans cette lutte? Sinon, déjà, vous allez voir que quand ça va commencer, quand des abus vont commencer, on aura le phénomène contraire, où les gens ne voudront plus collaborer parce que c'était comme si c'est une lutte de règlement de compte, et qu'en réalité, il ne fallait pas faire toutes ces vagues. Sinon, pour la lourdeur des peines, je crois que le débat est déjà dépassé. La législation est votée. Je ne crois pas qu'un juge puisse regarder en l'air pour fixer une peine. Ceux qui, aujourd'hui, cherchent à opiner à travers des canaux digitaux... Moi, j'ai beaucoup apprécié la sortie, je crois que c'est Vano et puis certains autres. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Il faut forcément faire un débat autour de cette histoire. On ne peut pas nous dire, oui, parce que c'est des criminels, et on ne doit rien dire. C'est ce qu'on a dit. Et on a entendu des coups de feu. On a dit, non, c'est des bandits qu'on tuait, jusqu'à ce que quelqu'un dise que ce sont des exécutions extrajudiciaires. On ne peut pas se taire. Parler ne peut pas être un crime. Parler ne peut pas être un crime. Ce que certains artistes sont sortis pour dire, moi, je suis totalement en phase avec ça. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne aussi éclairer l'opinion pour dire non, ils ont tort parce que ça ne se passe pas comme ça. Et voilà comment ça se fait et que chacun, en ce moment-là, on ne peut pas faire une économie de débat sur un phénomène de ce genre-là. Et donc, moi, je suis en phase totalement. Je crois même qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment ceux qui sont pour, comme ceux qui sont contre. En tout cas, si vous avez une maîtrise, une certaine connaissance du phénomène, il faut que chacun vienne sur la place publique.
Puisqu'en réalité, on fait cette lutte pour qui? Pour les citoyens. Tout à fait. Pour qu'ils ne soient plus victimes de ces genres de pratiques. De pratique. Et pour que ceux qui ont été victimes soient, comment l'appelle-t-on, ils sentent quand même que la justice s'est prononcée. Trouve un petit réconfort. Voilà, que la justice est prononcée, qu'on leur a rendu justice, si éventuellement il y a des Justement, dommages à réparer. Il y a des parents qui ont perdu les enfants dans les crimes rituels. Oui, ça, non, là où je suis en désaccord, c'est que même les artistes, ils font mine de ne pas savoir. Je pense que les Béninois savent exactement de quoi il s'agit. Moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais je pense qu'ils savent de quoi Non, il s'agit. d'abord, que je ne comprends pas. Oui, On ne peut pas me dire que le niveau d'information sur la cybercriminalité au Bénin est au top. Non, je ne peux pas croire ça. Oui. D'abord, les victimes, c'est parce que justement, ils ne sont pas avertis. Non, justement, facilement. Le problème n'est même pas. Ouais, le problème, ouais, c'est sur la typologie des victimes. Ce que l'OCRC traque réellement, y compris les officiers, c'est ceux qui font des. C'est-à-dire, ils se traquent eux-mêmes. Oui, ils se traquent. Parce que pourquoi? Oui, ils se traquent eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. Parce que, en fait, ce qui a changé dans le mode d'opération, parce que j'en ai été témoin une fois, de façon particulièrement par hasard. Je suis tombé dedans au cours d'une arrestation et je connaissais pas d'autres amis l'individu qui avait été arrêté. Il est encore en prison aujourd'hui. Et il m'expliquait exactement, il a eu à flirter avec ce type de milieu il y a quelques années et comment on lui est, parce que c'est pourquoi je parlais de nouveaux moyens, parce que c'est pas l'OCRC seul qui bosse, il y a toutes les agences du numérique, donc il y a une traque sur les différents réseaux qui se font de façon constante. Il m'a expliqué, j'ai compris quelque peu comment... Partagez un peu les explications avec nos amis internautes. Non, je ne sais pas. Oui. Les gens le savent. Grosso modo, qu'est-ce qui a motivé il y a quelques années, parce que c'est pourquoi ça m'étonne aujourd'hui. Il y a quelques années, ça a commencé de façon... Après, on a connu un peu un temps mort. En fait, les gens se sont habitués à ce que, oui, on a arrêté des cybercriminels par ici, des criminels par là. Peut-être que certains ont eu des amis qui ont été arrêtés, c'est pourquoi ils sortent. Parce que la plupart des victimes dont on parle, et peut-être que là, il va falloir combler un peu le vide, la plupart des victimes dont on parle ne sont pas ici. La plupart des victimes de ces cybercriminels dont on parle, c'est des menus frétins qui sont ici. C'est pas les gros filets que ces gens-là traquent matin, midi et soir sont à l'étranger. Et c'est justement parce que il y avait beaucoup de signalements à l'arrivée de ce gouvernement et même l'autre gouvernement qui était parti. Il y avait beaucoup de signalements au niveau d'Interpol. Moi, je me rappelle quand même en 2015 ou en 2014. J'étais en France pour un séjour d'études. Je voulais envoyer de l'argent à Cotonou. Je rentre dans un truc de Western Union. Je voulais envoyer. On m'a dit, le Bénin était signalé. C'est pas, non, monsieur, on voudrait vous prévenir que vous ne devez pas envoyer de l'argent vers ce pays. On avait, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, il y a certains pays de l'Union européenne qui n'interdisaient pas, mais il y a même le Togo aussi était sur cette fiche-là à un moment. Donc, c'est ce qui a motivé au début les moyens que l'État a mis dans cette lutte. Donc, les gens savent exactement, peut-être que les Béninois ici, ces petits messages qu'on reçoit. Il y a des victimes, peut-être qu'on devrait beaucoup plus s'en occuper également. Mais je sais qu'au niveau de cette unité, c'est les grosses traques, comment on appelle ça, le phishing, c'est comme ça que les anglophones appellent ça. C'est ce type de cybercriminels en priorité que les services de l'État traquent. Pour que les artistes s'en plaignent, ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant selon vous? Parce que la plupart de ces gars sont des bienfaiteurs. Sont des bienfaiteurs, pas seulement des artistes, de beaucoup de gens. Il y a des cybercriminels. Non, je vais vous donner un exemple connu. Je ne dirai pas le nom. Il y a des cybercriminels qui avaient des notices d'Interpol depuis sous le précédent régime, qui ont encore fait pratiquement 1 an, 2 ans, en toute liberté, qui traverse l'aéroport de Cotonou avec passeport diplomatique et tout. C'est un individu, là il a été arrêté il y a peut-être 2 mois ou 3 mois via la Côte d'Ivoire. Le Bénin a fait une notice, un truc là, on l'a arrêté. Je pense qu'il doit être en détention en France aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces exemples. Il y a énormément de ces exemples où
non seulement l'unité qui est chargée de les arrêter, il y a eu beaucoup de... Ouais, c'est pourquoi je parle de responsabilité collective. Il y a beaucoup de complicité dans cette affaire. Et on les connaît. Les gens ne peuvent pas dire que, ah oui, non, pourquoi on arrête les cybercriminels? Les gens le savent exactement. Vous vous rappelez, il y a 2 ans ou 3 ans, je pense en 2018 ou 2019, quand ça avait commencé avec grand tapage, c'était pour justement mettre un frein aux histoires de crimes rituels, parce que les gens passaient par vous vous rappelez, le phénomène Kennedy, où on allait tuer des petits enfants innocentes, parce que ce fétiche entre griffes leur permettait de ne pas rater leur coup entre griffes. Est-ce que ça a vraiment diminué? Je ne pense pas. Peut-être que le phénomène a quelque peu reculé, mais il y a encore des crimes, de part et d'autre. Alors, Arim Choubadé, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut concevoir que lorsque l'on rencontre un élève aujourd'hui sur 10, s'il veut être sincère, vous dit j'ai envie d'être gaiman ou je veux. Est-ce que c'est la quête du gain facile ou c'est la société qui est en pleine métamorphose? Écoutez, parce que tout à l'heure, Xavier, dans son argumentaire, a dit quelque chose d'assez banal mais important. Non, la plupart sont des bienfaiteurs. Non, mais attendez, on ne peut pas prendre quelques phénomènes. Hein. Moi, dans mon environnement, je ne les rencontre pas. Je ne sais pas de quoi on parle. S'il vous plaît, vous connaissez, comment on appelle, les 12 sagas. Oui, avant lui, vous avez les Joe Bala. Enfin, on avait des phénomènes qui apparaissent où les gens friment. Vous savez, aujourd'hui, c'est les riches qui sont là, qui sont au pouvoir. Ils veulent montrer aux gens qui ont l'argent. On a connu ça dans certaines sociétés, même en Europe, etc., où vous avez les gens, vous connaissez, on avait des films où les gens prenaient des billets de banque pour mouler le tabac et le fumer pour montrer que, bon, écoutez, on est riche. Ce sont des phénomènes qui apparaissent dans la société, donc on ne peut pas faire de ces petits cas-là pour dire, bon, ça y est, le Bénin est devenu une terre d'asile. Vous savez, aujourd'hui, on peut... voilà, au début, on parlait du Nigeria. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il suffit que les Nigériens, les types se lèvent le matin, traversent la frontière pour venir rester dans un cyber toute la journée. Vous savez comment ça se passait? Quand les cyber existaient, les types étaient capables de vous bloquer des heures et des heures, un poste, parce qu'il attend une réponse. Le soir, il rentre sur le Nigeria, mais le matin, il vient ici, au Bénin, il agit. Dès qu'on veut le tracer, on voit que, bon, il agit à partir du Bénin, et donc cette criminalité s'est internationalisée. Et c'est possible que, bon, des Béninois soient complices. Mais qu'on me dise, oui, aujourd'hui, il y a cybercriminalité, tout comme on nous dit qu'hier, qu'il y avait... Vous avez soif d'information. C'est parce que l'information n'existe pas, en fait. Mais on veut faire un effet pour dire qu'aujourd'hui, on connaît les gens, on connaît les cybercriminels. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je suis heureux que des gens se lèvent pour dire, non, il faut changer la méthode. Et donc, ces assises-là qui prennent la parole, qu'ils soient des bénéficiaires entre griffes ou qu'ils soient des acteurs eux-mêmes, que ceux qui traquent... qu'ils soient des acteurs eux-mêmes. Non, je dis ici, effectivement, que ceux qui les traquent nous prouvent que ces gars-là, ils ont un intérêt ou c'est à dessein qu'ils font ce genre de débat. Mais moi, je suis heureux de les entendre parler pour nous dire, non, ce qui se passe là. Quand on avait commencé par exécuter des gens, on n'entendait rien. Jusqu'au jour où on a appris que, bon, on a même eu un reportage sur ça, et tout le monde se réveille pour dire, mais... Et c'est là, la police même dit, oui, nous avons fait, il y a eu une fusillade, mais ce n'était pas 20 personnes, c'est 2 personnes. Mais au moins, ça a suscité un débat. Donc, moi, je crois qu'il y a cette vague de sortie-là, vient, même si ça ne vient pas éclairer totalement, ça vient de... On dit même que les crimes... Ça relance le débat. On dit même que les crimes ne sont pas commis au Bénin. Bon, ok. Alors, ça veut dire qu'on n'est même pas menacé. Ça veut dire que les Béninois ne sont pas menacés. C'est une lutte qui ne nous concerne pas. Peut-être que c'est en coopération avec... Il y a les Béninois parfois qui sont menacés. Ah, mais si on nous dit que ce n'est pas les Béninois qui sont en Algérie. Ce n'est pas parce que vous attaquez à l'extérieur que vous n'êtes pas un criminel. Non, je dis que... Parce que ça, c'était un argument que... Au début, je me rappelle, c'est un argument que les gens disaient. Ce n'est pas mon argument. Dans votre développement, vous avez dit que pour la plupart des crimes, ça se passe à l'extérieur. Mais il y en a qui sont au pays qui ont été arrêtés. Ah bah oui. Il y a un patron d'entreprise qui a été victime. Moi, j'ai été appelé plusieurs fois par numéro
Non, étrangers. ça m'est arrivé aussi. Mais c'est des gars qui m'ont fait passer après, quand j'en ai parlé à côté de moi, quelqu'un m'a dit oui, non, mais ils sont au Bénin ici, ils utilisent des numéros ils sont au Bénin, à l'étranger pour. Oui, bon, et puis, bon, si vous n'êtes pas vous-même enclin un peu, tout ça, manipulable et tout, vous pourrez peut-être. Vous êtes difficile à manipuler. Non, c'est pour vous dire que si on avait expliqué, pour dire si vous recevez un appel de telle forme. D'où Arimi Soubaye a soif d'information. Oui, commencez par avoir telle attitude, hein, ou bien rapprochez-vous de nous. Parce qu'on dit qu'on mène une lutte contre la criminalité. Et on ne veut pas que la population ait des informations pour pouvoir aider ceux qui mènent la lutte. Mais François, vous savez, il y a également, pour clore ce débat, la période légitime, il faut communiquer dessus, mais il y a également une autre lutte qu'il faut faire, puisque les cybercriminels continuent aussi à donner parce qu'ils ont des complices au niveau des établissements bancaires qui leur permettent de faire sortir les fonds qu'ils arrivent à avoir à l'étranger. Oui, c'est beaucoup plus, comment on va dire, c'est beaucoup plus... Parce que tout ne transite pas par Western Union, et même quand ça va transiter par Western Union, c'est tout un processus. Même Western Union, c'est déjà une opération bancaire. Oui. Ça finit toujours par le paiement. Il y a des complicités. Oui. C'est ça, parfois, il y en a parmi eux qui ont des agences de transfert d'argent. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que disons que cette forme de cybercriminalité, au fil des années, s'est quelque peu professionnalisée. Et puis, il y a évidemment des complicités, que ce soit dans les milieux bancaires, dans les milieux financiers, en général. C'est un problème de degré. Et même dans les familles. Quand vous êtes un père de famille, vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de vos enfants. Vous voyez l'un d'entre eux qui est capable de se payer une voiture, capable de payer les factures à la maison, c'est ça que je disais. Vous ne vous posez plus tellement de questions. Voilà, et même s'il y a une possibilité d'aider la justice dans ce sens, vous ne voyez pas un père aller dénoncer son enfant alors que lui-même, papa, n'avait pas capable de trouver des opportunités. C'est assez embarrassant. Donc nous sommes dans un univers où... En fait, c'est ce qui m'étonne aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle 2016, 2017, 2018, avant même que l'État ne commence cette grosse lutte, moi, j'étais quelque peu, disons, choqué par ce que le doyen vient de décrire, la tolérance des parents. Parce que quand vous avez un seul individu, comme il dit, quand la famille a failli et c'est lui qui pourvoit aux besoins de tout le monde, donc les gens se taisent, des amis, multiplient les voitures, ainsi de suite. Et après cette lutte de 2018 où on est allé prendre des gens jusqu'au Togo, et ainsi de suite, il y a une forme de... C'est pourquoi il disait que cette cybercriminalité s'est professionnalisée. Avant, vous aviez des gamins qui achetaient des immeubles, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ça continue. Oui, c'est ce que je dis. Ils se sont... Non, voilà. Il a suivi de quoi vous parlez. Oui. C'était de la stigmatisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous avez un certain véhicule, vous débarquez à Lomé, tout le monde vous regarde, voilà, un Béninois dans tel... Voilà. C'est le profil qu'on avait donné. C'est-à-dire quand vous voyez un Béninois qui a Camry, qui a 20 ans, oui, c'était ça, c'était le prototype. Ceux qui avaient des 20 ans, par exemple, oui. Bon. Ouais, donc si vous rentrez dans l'OME avec plaque RB, à l'époque, avec certaines couleurs, rouge, blanc, etc., voilà, c'est le prototype. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on veut lutter contre un phénomène. Si le phénomène était vraiment sérieux, on ne va pas s'arrêter à ces petits détails. Il y a cette chose à dire. Aujourd'hui, je pense que même la traque, c'est quelque peu professionnalisé parce que là, maintenant, on s'attaque directement aux moyens. C'est comme ça que les juges arrivent à avoir, la police arrive à avoir des preuves. Et parfois ils sont en retard parce que les gens ont déjà changé ce moyen. Il y a des complicités dans les scènes. Oui, il y a des complicités, mais bon. Donc c'est une lutte ce qui est intéressant, plus intelligente qu'il faut mener. Je crois que bon, c'est la grande histoire de voleur et le policier. Oui. Il y aura toujours des voleurs. Oui. Il y aura toujours des policiers. Tout dépend maintenant de comment on arrive à... Il y a un problème d'éducation. Pour limiter les victimes. Et puis, bon, rendre justice quand il y a délit. Je crois que c'est le plus important. Vous avez pour conclure? Oui, je pense que... Parce qu'on ne peut pas arrêter le crime. Oui. Et on peut pas... Mais
la police elle est là pour ça. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire pour que les gens soient moins on va dire, moins naïfs. Mais je pense qu'il y a de gros moyens qui sont déployés, puisque l'OCRC, l'Office central, a ses propres moyens, il y a l'ANSSI qui a ses propres moyens, il y a beaucoup de services qui, quand les situations se passent, qui se mettent ensemble pour débusquer certaines filières. Maintenant, le seul point sur lequel je suis d'accord avec tous ceux qui ont parlé, c'est qu'on fasse attention à ne pas tomber dans des abus, comme la dernière fois. La stigmatisation. Quand vous dites que les artistes sont largement bénéficiaires. Non, je vais pas dire merci ça. à vous, chers débatteurs. Mais quand vous suivez les artistes, c'est parce qu'eux, ils ont peur de la stigmatisation. Quand on dit, oui, les Vanou là, c'est le gars de Gaiman. Lui, son business, il a des problèmes. Et pour attirer certaines, peut-être que des gens, il a peut-être des religieux qui sont très sensibles qui sont parmi ses donateurs. Mais on lui dit, oui, ben, écoutez, il a son succès parce que il est financé par des gars qui font des rituels, des sacrifices humains pour trouver l'argent pour assurer ses spectacles et tout ça. Vous n'allez pas demander à un artiste de ne pas réagir. Et je vous dis que je suis très heureux que ces gens de réaction sortent et qui nous permettent d'évoluer. Si quelqu'un a des arguments contraires, qu'ils sortent aussi. Vous dites non, mais baby, Vanou a tort. Vanou a tort et qu'en réalité, il est plein dedans parce que on aurait aimé avoir ces gens de réaction. Maintenant, si personne ne réagit, ça donne de la crédibilité à ce qu'ils sont en train de dire. Merci à vous, Arimi Choubadé. J'ai dit Raimi tout le temps. Arimi Choubadé. Merci également à François-Xavier Lemonde. Nous sommes un peu pris par le temps. Mais très rapidement, un petit commentaire sur la mise en vente aux enchères de 15 autres immeubles de Sébastien Germain à Javon. Arimi Choubadé. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Je ne sais pas. C'est une procédure que l'État béninois a engagée. C'est l'État béninois contre Sébastien Germain. L'État béninois avait déjà saisi des immeubles. Continue de saisir d'autres immeubles. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et toujours contre Sébastien Diavon, qui est devenu un acteur politique depuis 2016, pour avoir été candidat et troisième à la présidentielle. Sinon, on va continuer à le traquer, on allait le considérer comme, peut-être un cybercriminel de plus ou un trafiquant de drogue qui a des problèmes avec la justice, un homme d'affaires. Chacun va passer son chemin. Mais là, c'est un acteur politique qui est en exil et la difficulté avec laquelle la justice béninoise, puisqu'elle a été condamnée, mais aucune justice au monde n'a voulu collaborer, pour qu'on le renvoie au pays pour qu'il puisse puger sa peine. Ça interpelle. Si c'est vrai que les crimes qu'on lui reproche sont avérés, alors que le Bénin est dans des conventions internationales qui permettent justement de traquer le criminel partout où il est, et qu'il circule librement dans le monde, qu'on ne puisse pas trouver des gens pour nous aider, alors que dans d'autres cas, l'entraide judiciaire a bien fonctionné, et que dans ce cas précis, j'ai même cru, son débat a été posé au Parlement français, j'ai entendu des députés appeler son nom. Et ça devait interpeller. Dans des débats publics où on dit, oui, au Bénin, il y a telle personne à qui on a accordé l'asile politique. Ah bon? Le Bénin? Des Béninois à qui on accorde l'asile politique dans un pays comme la France? Et bon, finalement, on se dit dans cette histoire-là, qui joue faux. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et si vraiment le type, on lui reproche tout ce qu'on lui reproche là, et qu'on ne soit pas capable de l'amener. On a arrêté un Béninois qui fuyait, qu'on a pris au Sénégal, dans le cadre de cette entraide judiciaire. Carlos Adouanou. Alors, et pourquoi lui, on n'arrive pas à le ramener au pays pour qu'il puisse répondre à ses crimes? Et qu'on continue quand même de lui trouver des choses tous les jours, chaque matin. Et c'est ça qui interpelle les consciences. Sinon, si l'État béninois veut renflouer les caisses, ça arrange les Béninois. François-Xavier, sur le même sujet. Je ne veux pas commenter une procédure judiciaire, comme le doyen vient de le dire, c'est une procédure qui est en cours. Voilà, pour moi, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Mais le vrai commentaire, c'est que pourquoi la justice internationale n'a pas foi à la justice béninoise? Merci à vous, Arimi Choubadé. Élection de Bola Ahmed Tinubu à la tête de la République fédérale du Nigeria, pour finir. C'est une présidentielle. Les Nigériens ont voté pour lui.
C'est vrai qu'il y a quelques contestations. Non, ben, Il n'y a pas eu assez de mobilisation. Beaucoup de mobilisation, contrairement aux autres. Oui, comme à toutes les élections présidentielles pratiquées en Nigeria, il y a des... Moi, j'ai vu l'ancien président Olusegun Obasanjo déchirer sa carte d'électeur à une campagne présidentielle pour protester contre Goodluck Jonathan, un candidat qui était président de la République et qui était dans son parti. Il a déchiré sa carte de parti pour montrer qu'il n'a plus rien à voir avec ce parti de façon spectaculaire. Je crois même que cette fois-ci, la contestation elle est beaucoup plus contenue. Hein? Autrefois, elle virait. Obi, qui est d'ethnie Igbo, est supporté par le patriarche Olusegun Obasanjo, qui est Nago, et c'est un Nago qui a gagné les élections. Donc, vous savez, au Nigeria, les lobbies sont très puissants. Et donc, certainement qu'il y aura les passerelles pour régler. Vous savez, moi, j'ai toujours été très impressionné par l'attitude des Nigériens en général dans la gestion des affaires publiques. Combien 200 et quelques millions d'habitants, et il y a moins de remous. Avec combien d'États? Quand vous transposez à un petit gobelet comme le Bénin, 12 millions, et tout ce qu'on observe, où les gens sont en exil, en prisonniers politiques et tout ça, et que dans un pays avec 200 millions, vous avez vu avec quelle élégance les gens s'expriment. Hein? Vous n'allez pas entendre, oui, c'est un bandit, c'est un trafiquant, ça peut se dire dans les rues, hein, mais vous n'allez pas voir à un niveau élevé qu'on vous dise que Atiku Abubakar ou que Obasanjo est un trafiquant de drogue, ou bien vous n'allez pas entendre ces genres de débats de caniveau. Et s'ils arrivent à maintenir le socle, à garder la fédération. Hein. On ne dit pas qu'il y a une unité et qu'il n'y a pas de velléité. On sait que les Igbo rêvent de sécession depuis très longtemps, quand bien même on voit certains d'entre eux à des niveaux quand même donnés. Vous avez vu Peter Obi, qui est allé, je crois, il est deuxième ou troisième, hein, dans une élection où il a gagné même l'État de Lagos. Hein, un Igbo. Donc, vous voyez, on sent quand même, dans un pays où les minorités ne sont pas capables, où on ne peut pas garantir aux minorités leurs droits, c'est même plus une démocratie. Quand on me dit, oui, c'est la dictature de la majorité et qu'il faut écraser tout le monde, il y a un problème. Mais quand les minorités ont l'impression qu'eux-mêmes, ils ont des droits dans une république, vous savez, donc je suis un grand admirateur du Nigeria. Merci. Je suis convaincu que, bon, tout va bien se dérouler à la fin, et que ça se déroule d'ailleurs très bien, avec quelques contestations, mais on n'est pas encore dans la rubrique des psychodrames qu'on observe, surtout dans les pays francophones, après les élections. Et voilà. Merci à vous, Aïmi Choubadé, François Xavier, de nouvelles perspectives pour les relations entre le Bénin et le Nigeria. Qu'est-ce qui va vous savez, chaque président a son style, hein, donc on verra bien. Le style Tinubu. Tinubu, c'est un apparatique, c'est un faiseur de loi, c'est un fin manœuvrier, c'est un tireur de ficelle. C'est un faiseur de roi devenu roi. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Le Nigeria, disons que c'est vrai que c'est impressionnant qu'il soit rentré dans ce cycle, hein, depuis Obasanjo, hein, après l'intermède Abacha. Depuis cette époque-là, quand même, ils sont rentrés dans un cycle, quel que soit c'est quand même un pays de psychodrame aussi, psychodrame perpétuel. C'est pas seulement aux élections, c'est un pays un peu... Je suis constamment l'actualité du Nigeria, c'est assez faramineux parfois. Donc, mais je suis, c'est vrai, pour cet amas de population, c'est quand même impressionnant qu'ils arrivent à gérer ça. Les 2 mandats sont maintenant dans les mœurs. On essaye quand même de gérer la rotation entre musulmans et chrétiens, même si cette fois-ci, la règle n'a pas été forcément respectée au niveau des 2 grands partis, le PDP et le PC. Mais bon, on verra bien. Je ne vois pas grand-chose changer pour le moment. Il y a de réels problèmes économiques, de très gros problèmes économiques, jusqu'à ce que il y a
2 mois, 3 mois, la Banque centrale a été obligée de retirer certaines coupures du Naira de la circulation parce que on va dire les réserves de la Banque centrale fondaient comme neige. Les gros exportateurs ont eu des restrictions en ce qui concerne l'achat du dollar. Il y a beaucoup de problèmes au Nigeria en ce moment. Ne parlons même pas on parle du terrorisme. C'est un avis que je partage. Oui. N'oubliez pas que le Nigeria, malgré les problèmes qu'on lui attribue, surtout les médias français, c'est toujours la première puissance. Oui, non, c'est pas l'un n'est pas contre l'autre. Et c'est le pays le plus peuplé de l'Afrique. Oui, la première puissance, ils ont détrôné l'Afrique du Sud. Qui a été un pays très prospère, qui a connu même le nucléaire, qui est un pays presque qui a les mêmes standards que l'Europe. Oui, ce que je dis n'est pas antinomique avec ce que vous dites. Oui, quand vous lisez la presse française, non, moi je ne lis pas la presse française. Le Nigeria est un pays au bord de la rupture, depuis toujours. Tous les jours, quand vous lisez la presse française, c'est que le Nigeria est sur le fil du rasoir tous les jours. Oui. Et à tout moment, ça peut rompre. Donc, non, je ne parle pas de la presse française. Moi, je lis les journaux nigérians. C'est pour vous dire que c'est la première puissance. Oui, en Afrique. Qui est entouré de pays de CFA qui ne font que de contrebande avec le Nigeria, c'est-à-dire pour détruire son économie, des parasites installés. C'est vrai qu'eux, ils ne font pas de contrebande. Non, ils ne font pas de contrebande. Je dis les rapports entre ces pays CFA et le Nigeria sont des rapports essentiellement basés sur la contrebande. Quand le Nigeria veut faire affaire, c'est pas avec les contrebandiers qui sont à ses frontières. Ça, c'est une constante. Le Nigeria fait. Vous voyez le flux tous les jours, les bus qu'on fait même pour traverser le Bénin et le Togo, qu'on ouvre qu'une fois arrivé au Ghana, et dans les deux sens. Vous comprenez? Donc, les hommes d'affaires ghanéens, vous les voyez au Nigeria, très épanouis, mais vous les voyez très peu au Togo et au Ghana. Et quand les francophones me disent que le Niger est en crise, oui, même que le Ghana, qui a un problème conjoncturel, bien entendu, quand vous voyez les francophones se délecter et tout, qui sont au bord de la rupture, mais quand vous prenez les performances économiques, c'est toujours eux qui sont en tête. Personne ne dit qu'ils sont en Merci, Arimi Choubalé. Oui, François Xavier. Personne n'a dit que le Nigeria veut exploser. Mais non. C'est un vrai problème. Vous parlez du Ghana. J'ai des parents au Ghana qui viennent de rentrer parce que les entreprises ont fermé au Ghana. Mais tous les Ghanais ne sont pas rentrés au Bénin. Non, je ne dis pas ça. Mais vous savez, vous connaissez l'histoire de Tchoumeka. Vous connaissez l'histoire de Tchoumeka. Non, là, qui sont. Vous exagérez. Je ne dis pas que le Ghana va exploser demain. S'il vous plaît. Je dis une situation conjoncturelle. C'est vous qui allez sortir l'exemple de votre parent. Là, François, qui n'est pas anecdotique de la situation au Ghana. La régie me fait signe. Ce que veut dire. Mais aux États-Unis, les gens tombent à faillir tous les jours. Non, je ne refuse pas. C'est pas parce que votre parent est rentré des États-Unis que les États-Unis sont en crise. La situation au Ghana en ce moment. La situation au Ghana. On parle du Nigeria. Ghana, Nigeria, c'est qu'il y a une inflation sans commune mesure. Ça ne veut pas dire que les Nigériens. Merci à vous. Merci à vous, François Xavier Noumon. Nous sommes pris par le temps. Je rappelle que vous êtes analyste, chroniqueur politique. Vous étiez face à Arimi Choubalé, analyste politique. On va pas face à côté. Merci. Je crois que le débat va se poursuivre en dehors du plateau. Merci à vous, chers amis internautes. C'était à l'instant Info Hebdo de ce week-end. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.